Nous n'avons pas tous les jours la chance de déambuler dans la forêt des rois. Bonsoir et bienvenue dans la forêt d'Alat. Dans ces bois chevauchaient les rois de France, qu'ils soient mérovingiens, carolingiens, capétiens ou de la branche des Valois. C'est ici, lors d'une partie de chasse, que le dernier roi carolingien trouva la mort. Ici encore que Philippe le Bel, le fameux roi maudit qui signa la fin des Templiers, fit un malaise fatal. C'est encore en ces lieux que François Ier chevaucha maintes fois. La forêt, terrain de chasse des dynasties royales, devint ainsi un haut lieu d'histoire. Et les communes alentours, des centres névralgiques de pouvoir où le roi aurait résidé. Parmi ces cités figure en haut lieu Pont-Sainte-Maxence, site naturel stratégique au croisement d'une route majeure, d'une rivière et d'une forêt aux mains promontoires. Au milieu de ces promontoires, qui nous offrent un premier aperçu sur la commune, le mont Calipé. Le lieu joue un rôle majeur à travers les époques. D'ici, les peuples antiques, tels les Gaulois, disposaient d'un point de vue imprenable et stratégique sur la vallée. Le mont Capilé, tel qu'il se nommait au XVIe siècle, accueillit ensuite un moulin à vent. Enfin, le mont devint un domaine religieux d'une congrégation de frères maristes dont les ruines de la maison de retraite hantent encore les lieux. De nos jours, le mont Calipé demeure un lieu de promenade pour les habitants de la commune, les Maxipontins, bien qu'il ait été abandonné durant les dernières décennies. C'est de ce lieu jadis enchanteur que nous allons prendre une dernière respiration, car la route est longue jusqu'à nos jours. De la forêt d'Alat jusqu'aux rives de l'Oise, en passant par le mythique pont de Pont, embarquez avec moi dans un fabuleux voyage à travers les époques, à la rencontre de ces lieux et de ces personnes qui ont signé de leur empreinte l'histoire de la commune. Le tunnel de l'histoire n'attend pas. Bienvenue à Pont-Sainte-Maxence. Bienvenue dans nos terres picardes. Après une longue traversée du tunnel du mont Calipé, qui a mené jusqu'à une abbaye d'importance que nous ne tarderons guère à découvrir, nous voici à présent sur les berges de l'Oise, car c'est ici que tout commence. Les origines exactes de la ville demeurent mystérieuses. On sait seulement, grâce aux fouilles archéologiques, que la cité existait durant l'Antiquité. Elle porta de plus le nom de Lévandriac, du nom d'une déesse gauloise, au premier temps du Moyen-Âge. Mais à quoi ressemblait Pont-Sainte-Maxence auparavant, à l'époque romaine ? Vous connaissez sans nul doute le mythe de l'Atlantide, cette civilisation insulaire, prolifique et idyllique, qui disparut engloutie par les eaux sous la fureur de Zeus. Ce mythe de l'île florissante complètement disparue, dont il n'y aurait guère plus de traces. En 2014, cette légende devint ici réalité. Imaginez, à la place de ce centre commercial moderne, un sanctuaire romain de 10,50 m de haut sur 70 mètres de large. 17 arcades, un mur d'enceinte de 105 mètres de large autour. Bienvenue dans
dans l'actuel champ Lahire de Pont-Sainte-Maxence. Bienvenue dans l'hypothétique Litanobriga antique. C'est en procédant à des fouilles archéologiques préventives sur le site du futur centre commercial, il y a 6 ans, que des chercheurs de l'INRAP ont découvert les restes d'un monument gallo-romain hors du commun. L'impressionnant sanctuaire de Pont-Sainte-Maxence, vraisemblablement fondé au IIe siècle de notre ère, est unique en Gaule. L'ensemble statuaire qu'on découvrit au milieu des ruines, symbolisant le panthéon des dieux romains, se trouvait incroyablement conservé. Et si on venait de redécouvrir sur les rives de l'Oise une grande cité romaine disparue? Depuis longtemps déjà, les chercheurs se questionnaient sur l'emplacement de Litanobriga, cité romaine mentionnée sur les cartes du IIIe siècle, et dont on savait juste qu'elle se situait sur la voie romaine reliant Beauvais à Senlis. On la situa tantôt à Pontpoint, tantôt à Creil, tantôt ici à Pont. Les découvertes du champ Lahire ont apporté un crédit supplémentaire à la thèse de l'emplacement de la cité romaine perdue sous nos pieds, qui se trouve à ce jour toujours âprement débattue par les experts. Il faut dire que le site présente toutes les qualités permettant l'implantation d'une agglomération romaine. Ici, routes majeures, rivières, forêts et promontoires se mêlent en un même lieu. On découvrit à Pont d'autres preuves d'une implantation antique. Sur l'actuel quai de la Pêcherie, on retrouva des vestiges de pierre et de bois s'assimilant à un quai romain pour marchandises. Au pied du mont Calipé, d'autres restes se révélèrent. Pont-Sainte-Maxence, dès sa fondation, est ainsi la rencontre d'une route et d'une rivière. La rencontre entre un axe nord-sud, la voie romaine, puis route des Flandres, qu'incarne aujourd'hui l'ex-National 17, et l'Oise, qui baigne la ville d'est en ouest. Au croisement des deux, vous l'aurez compris, se trouvait un pont stratégique qui forgea l'histoire de la ville. Mais d'où vient la dénomination Sainte-Maxence qui s'y accole? Entre légende, pouvoir et religion, la cité n'a pas fini de vous surprendre. Destination, l'église de la ville, sans plus attendre. Nous sommes ici devant l'église Sainte-Maxence. Édifiée au premier temps du Moyen-Âge, son existence étant reconnue sous le règne de Charlemagne au vu des donations de ce dernier, le monument que vous apercevez est pourtant bien plus tardif. Complètement détruit lors des conflits de la guerre de Cent Ans, l'édifice de style roman fut entièrement reconstruit sous les auspices du gothique flamboyant. L'église est ainsi finement taillée et ciselée. Mais n'allons pas trop vite en besogne, et intéressons-nous aux raisons de la fondation de ce monument. Le patronage de Sainte-Maxence n'est pas courant dans le monde chrétien, et seuls 2 lieux de culte s'en revendiquent. Voilà qui nous interroge sur l'histoire d'une sainte, dont les preuves de l'existence oscillent entre légende et vraisemblance remises en cause. Sainte-Maxence serait née au 5e siècle dans les îles britanniques. On l'a dit princesse Scott, c'est-à-dire fille d'un roi celte. La jeune Maxence est convertie au catholicisme par un certain Saint Patrick, l'iconique apôtre d'Irlande, encore vénéré de nos jours. Hélas pour elle, la princesse Scott a été promise en mariage à un homme qui n'a pas sa foi, un barbare païen du nom d'Avicin. Maxence refuse le mariage et s'enfuit du palais de son père avec 2 serviteurs. La jeune princesse traverse les mers pour fuir ce prétendant. Et sa course effrénée se termine ici, dans l'Oise. D'après la légende, Maxence atteint les berges de la rivière à cet endroit même. Et devant l'impossibilité d'emprunter le pont, jette 3 énormes pierres dans le cours d'eau avant de traverser d'une rive à l'autre. Si on se fie au récit, les 3 énormes pierres de Maxence sont toujours attachées au lit de la rivière. Malgré le miracle, la fin tragique de la princesse Scott est inéluctable. Avicin, le prince barbare qui doit l'épouser, parvient à son tour sur les rives de l'Oise et tente de la raisonner. Il soudoie même les serviteurs de Maxence avec de grosses sommes d'argent, mais rien n'y fait. Alors, Avicin commet l'irréparable et décapite Maxence, assassinant également ses 2 serviteurs. D'après la légende, la princesse se releva pourtant de ce crime et porta sa tête jusqu'au lieu qui devint sa sépulture. Maxence devint ainsi une martyre de la foi chrétienne, quoique l'Église les retirait de son calendrier des saints pour absence de preuves matérielles de son existence. À Pont, son histoire est pourtant toujours perpétuée. En témoigne la chapelle qui accueillit sa sépulture, aujourd'hui disparue, et l'église qui porte son nom. Une église martyre de l'histoire, comme la sainte qu'elle célèbre. L'église Sainte-Maxence est une rescapée des soubresauts de l'histoire. Bâtie à l'issue d'une guerre, elle fut ravagée comme bien d'autres édifices religieux par la Révolution française, ses vitraux étant brisés et ses tombeaux profanés.
La Seconde Guerre mondiale fera ensuite son œuvre, l'église étant bombardée par erreur par les Alliés, qui visaient un édifice voisin où s'étaient cachées les troupes allemandes. Si l'église Saint-Maxence domine encore fièrement, malgré ses destructions, la ville de Pont-Sainte-Maxence, c'est un autre édifice religieux aux confins de la commune qui attire notre attention. Confins, voire même au-delà, puisque l'abbaye royale du Moncel, pourtant liée à la paroisse de Pont, est située sur le territoire de la commune voisine de Bonpoint. Qu'importe, notre curiosité pour son histoire ne connaît pas de frontières. Aux prémices du Moyen-Âge, le territoire dispose d'une aura non négligeable. Un premier pont y est bâti sur l'Oise en l'an 673. Ce point de passage vers la riche région des Flandres est stratégique pour les rois successifs, puisque le péage du pont permet de faire rentrer des revenus conséquents dans les caisses du royaume. Un château est ainsi construit sur une île de l'Oise aujourd'hui disparue, afin de protéger le passage. Pont-Sainte-Maxence devient une ville fortifiée, sous la protection des rois de France. Saint-Louis y fait construire un hôtel-dieu, et Philippe le Bel à se racheter politiquement de l'arrestation des Templiers. C'est ce site, où il possède déjà un manoir, que Philippe IV le Bel choisit en 1309 pour la construction d'une nouvelle abbaye. Acte qui lui évitera une excommunication par le pape. L'abbaye royale du Moncel est ainsi singulière par son rôle. C'est un couvent où les sœurs prient pour le roi, ses successeurs et la prospérité du royaume. Malheureusement pour Philippe le Bel, ces prières ne suffiront pas à contrer la malédiction lancée par le dernier grand maître des Templiers. Comme cela est si bien narré dans la saga des rois maudits, la dynastie des Capétiens directs s'éteindra en 15 ans, et leur succession entraînera la guerre de 100 ans. L'abbaye survécut néanmoins à son fondateur, et accueillit jusqu'à 60 sœurs Clarisse à son apogée. Les rois de France successifs parvinrent à protéger l'édifice des adversités extérieures, mais la première chute de la royauté durant la Révolution entraînera la désaffection de l'abbaye. Le Moncel deviendra ensuite un hôpital militaire, un cellier et un monument historique en 1920. De nos jours, l'abbaye royale du Moncel demeure un monument majeur, attractif, théâtre de grands tournages de cinéma. Songez par exemple que les films Un long dimanche de fiançailles et Les liaisons dangereuses ont en partie été tournés ici, au Moncel. Au nombre desquels on pourra désormais rajouter Notaire Picarde. Quelle pression! Mais trêve de plaisanterie. Pont-Sainte-Maxence est au Moyen-Âge et à l'orée de la Renaissance une ville royale. Le blason de la ville, doté de la salamandre du roi qui fait de Pont une ville, François Ier, en témoigne. Mais bientôt, Pont-Sainte-Maxence, ou plutôt Pont-sur-Oise, selon les révolutionnaires, volera de ses propres ailes à l'heure de l'industrialisation, oscillant entre guerre et paix. Suivez-moi vers les axes majeurs de Pont. Des siècles ont passé depuis l'élévation du Moncel et nous voici à présent en plein 19e siècle. Durant ce laps de temps, Pont-Sainte-Maxence s'est structuré autour de ses axes. Le premier d'entre eux, c'est incontestablement la route des Flandres, construite par Louis XIV sur les anciennes voies existantes. La voie deviendra par la suite la route nationale 17, qui traverse toujours Pont du nord au sud. En 1847, un nouveau moyen de transport fait son apparition sur la commune, sur la rive droite. Cette année-là est en effet inaugurée une ligne de chemin de fer entre Creil et Compiègne, ligne qui à terme doit relier Creil à Jeumont, en Belgique. Tout naturellement, une gare est bâtie sur son tracé, à Pont-Sainte-Maxence, gare qui existe toujours de nos jours. L'arrivée du train dans la commune signe le début de son industrialisation, les usines s'implantant les unes après les autres au bord de la voie ferrée. La première d'entre elles, sans doute la plus importante pour la réputation de Pont, est la Serra-Bâti. Installée en 1882, l'entreprise est spécialisée dans l'élaboration de céramique pour bâtiments, équipant de nombreux édifices du monde entier. S'implantent par la suite d'autres entreprises majeures, notamment une filiale d'Air Liquide et une importante papeterie. Si l'industrialisation signe un essor certain pour la commune de Pont et sa région, attirant 2500 employés à son apogée au début du XXe siècle, le développement de la ville demeure fragile, car les guerres guettent. Cette menace est notamment incarnée sur le Champ de Mars par l'élévation de cette statue en 1907.
Dédié aux soldats de la guerre franco-prussienne de 1870, le monument symbolise un officier de la garde nationale mobile, avec cette inscription « Oublié, jamais ». 7 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la volonté de revanche face à l'Allemagne ressort, d'autant plus que la statue est tournée vers la frontière à l'est. Mais depuis, Totor, comme il est affectueusement surnommé par les maxipontins, a effectué un demi-tour sur son socle et veille désormais chaleureusement sur le parc devant lui. Lorsque la Première Guerre mondiale finit par éclater, ce n'est pourtant pas une revanche face aux Allemands qui attend la cité, mais plutôt la destruction d'un de ces monuments inestimables. Un siècle et demi auparavant, un nouveau pont avait été bâti sur l'Oise afin de faciliter la navigation fluviale et ainsi le commerce. Son architecte, un certain Jean-Rodolphe Perronnet. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce brillant ingénieur bâtit d'innombrables ponts en France, sous le règne de Louis XVI, parmi lesquels ceux de Mantes-la-Jolie, de Neuilly-sur-Seine et bien entendu le pont de la Concorde à Paris. Le pont Perronnet de Pont-Sainte-Maxence, construit entre 1774 et 1785, fit ainsi la fierté des habitants de la ville, étant même classé monument historique. Mais la classification ne pouvait l'épargner dès lors que le destin d'un conflit dépendait de sa destruction. Le 2 septembre 1914, les Allemands sont aux portes de la ville, prêts à fondre sur Paris en franchissant le pont Perronnet. À 18 h, les habitants voient la mort dans l'âme, leur symbole s'effondrer dans les eaux de l'Oise, sous les dynamites installées par les chasseurs alpins de l'armée française. De ce pont, il ne reste aujourd'hui que ces socs d'obélisques qui se dressaient en ses deux extrémités. Le souvenir de Perronnet plane pourtant toujours sur la ville. À l'issue de la Première Guerre mondiale, un second monument aux morts fut érigé sur le territoire de la commune, constitué des pierres du pont disparu. La ville allait pourtant se relever de ce drame sous l'impulsion de son maire, Georges de Croze. Décidément, la ville regorge de passages mystérieux et étroits. Élu maire de Pont en 1912, pour ne plus quitter ce siège jusqu'à sa mort en 1939, Georges de Croze laissa une trace indélébile dans l'histoire de la commune. Véritable bâtisseur, il est à l'origine d'infrastructures qui allaient changer la vie des maxipontins. Les bains-douches, le marché couvert, la création d'un réseau électrique, l'hôpital, un nouveau groupe scolaire, un hôtel des postes, un stade. Tout cela fut à mettre à son profit. Mais Georges de Croze est également un homme anticlérical, opposé à l'église. Et cela s'en ressent dans sa grande œuvre de maire. Au début du XXe siècle, l'hôtel de ville de Pont-Sainte-Maxence devient exigu avec l'augmentation du nombre d'habitants. Bâti entre 1928 et 1930, l'actuel hôtel de ville est en effet plus élevé que l'église de Pont, ce qui lui vaut son surnom sarcastique de Chapelle Saint-Georges. L'hôtel de ville, rêvé par Georges de Croze, existe toujours de nos jours. Si sa hauteur symbolisait pour le maire de l'époque la suprématie du pouvoir politique sur les religieux, sa façade rappelle les fondements de la démocratie. Observez attentivement les bas-reliefs qui la composent. Ils symbolisent respectivement la liberté, l'égalité, le vote, la fraternité et la solidarité. Pour la petite histoire, une femme est d'ailleurs représentée sur le bas-relief consacré au vote, alors que les femmes n'obtiendront le droit de vote que 15 ans plus tard. Mais bientôt, la ville replongera dans les affres de la guerre. C'est le pont de la ville qui incarna une nouvelle fois l'arrivée du conflit dans la commune. Le 9 juin 1940, les Allemands sont à nouveau aux portes de la ville. Et les troupes françaises sont prêtes à faire exploser le pont pour entraver leur progression sur Paris. Ce n'est plus le pont Perronnet qui se dresse sur leur passage, mais celui que l'on nommera pont de l'entre-deux-guerres en raison de sa courte existence. Seulement 16 ans. Son explosion fut plus dramatique encore que la précédente, en raison des sacrifices humains qu'elle impliqua. En ce mois de juin 1940, l'armée française est en déroute, en retraite. L'exode des Français est massif. Beaucoup empruntent ce pont pour fuir le nord de la France, alors que la progression allemande est fulgurante. Le 9 juin matin, l'ordre est donné de faire exploser le pont à 16 h précises, quoi qu'il en coûte. Que des civils le traversent à ce moment-là ou non. Pour les militaires, l'intérêt suprême exigeait ces sacrifices. À 16 h, le pont était encore bondé. Civils comme militaires le traversant encore. Le génie militaire allait pourtant procéder à sa destruction, lorsque soudain, 2 avions allemands firent irruption dans le ciel. Attaquant tous ceux qui se trouvaient sur la route, l'une de leurs bombes percuta la culée du pont, déclenchant son explosion et celle des maisons alentours. Des dizaines de civils et de militaires
trouvèrent tragiquement la mort, sur le coup ou noyés dans les eaux de l'Oise. Pont-Sainte-Maxence sera libéré 4 ans plus tard, le 1er septembre 1944, par les troupes américaines. Le nouveau pont de la ville, dont la construction fut décidée en 1942, est alors toujours en travaux et ne sera achevé qu'en 1949. C'est ce pont qui, aujourd'hui encore, permet le passage d'une rive à l'autre de l'Oise. Mais éloignons-nous à présent de cette vallée. Grimpons jusqu'au coteau de la cité et partons à l'assaut du dernier demi-siècle de Pont. Le dernier demi-siècle fut pour Pont celui de rendez-vous manqué avec l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. Ces projets abandonnés avaient pour base le domaine de Villette, le parc d'un grand château implanté au nord de la commune. Songez que c'est dans ce parc que l'aménagement du parc Astérix était initialement envisagé, que le Grand Institut National de Football aurait pu s'implanter ici, avant que le site de Clairefontaine ne soit choisi. Des rumeurs affirment même que dans les années 1990, le président de Taïwan était intéressé par son rachat. C'est vous dire, si au nord, les projets liés au domaine de Villette échouent, c'est au sud que la ville se réinvente. Dans les années 60, le plateau boisé de la forêt Sainte-Maxence abrite 2 grandes propriétés. Or, la ville a besoin de s'étendre. De nouveaux logements doivent être construits de toute urgence, alors que le nombre d'habitants ne cesse de croître et que la demande est toujours plus forte. Le maire de l'époque décide alors de racheter une propriété, puis la seconde, afin d'urbaniser la zone et d'y bâtir des logements collectifs. C'est ainsi que le quartier des Jonquilles, qui devint les Terriers, sortit de terre au milieu des années 1960. Bien entendu, tout ne se fit pas d'un claquement de doigts. Dans un premier temps, ce furent les enfants qui peuplèrent ce lieu. En 1966, les nouveaux terrains communaux encore boisés devinrent en effet un centre aéré à l'air libre. Puis, on construisit une voie d'accès sur les coteaux et un collège. En 1972, de premiers immeubles abritant 105 logements furent bâtis devant le bâtiment scolaire et une piscine construite dans le cadre du programme des 1000 piscines, conçu par De Gaulle, prit place. L'ossature du quartier des Terriers était créée. Dans les années 80, le quartier poursuivit son urbanisation, avec la construction de nouveaux immeubles et l'aménagement de zones pavillonnaires. Mentionner le quartier des Terriers, c'est ainsi revenir sur une époque de construction intensive, où un plateau isolé, quasiment désert, pouvait devenir densément peuplé en l'espace de 2 décennies. Une époque révolue, qui nous questionne sur le présent et l'avenir de l'urbanisation. Par son aménagement singulier, son enclavement au milieu des bois, les Terriers posent en effet la question de la réconciliation entre la ville et son milieu naturel. Cela doit notamment passer par une facilitation de l'accès des habitants à la forêt qui les entoure, mais aussi une plus grande présence de ce milieu naturel au sein même du quartier. C'est l'un des objectifs du programme de rénovation urbaine du quartier, en cours d'application, qui doit permettre de repenser les terriers et de les adapter au XXIe siècle. Le programme de renouvellement urbain doit également permettre l'achèvement d'un des derniers grands chantiers du quartier des Terriers, à savoir l'aménagement d'une 2e voie d'accès. Amorcé en 1989, son chantier s'est arrêté net quelques temps plus tard et n'a jamais abouti. Ce serpent de bitume fantomatique devrait bientôt être prolongé. Et la rue de Felgueiras, du nom d'une commune portugaise jumelle, devenir réalité. Le chant des oiseaux de la forêt d'Alate s'efface, et nous voici bercés par le clapotis incessant des eaux de l'Oise. C'est ici que notre voyage au fil de l'histoire maxipontaine va prendre fin. Des méandres de la future rue de Felgueiras, c'est devant un nouveau symbole de jumelage que nous allons nous quitter. Le phare d'Auvelais, du nom de cette ancienne commune belge avec laquelle Pont-Sainte-Maxence est jumelé, est une réplique du phare breton implanté à Auvelais, qui rend hommage au sacrifice de soldats français bretons en août 1914 pour protéger ce territoire belge. Quoi de plus symbolique en effet que de voir le monument devant ce pont, maintes fois détruit par les guerres, toujours voulu pour la paix, comme pour incarner le trait d'union entre les peuples. Sans pont, cette commune n'existerait pas. Sans l'Oise, son histoire et sa légende seraient vides de tout sens. Si Sainte-Maxence
fut symboliquement la pionnière du franchissement de la rivière pour trouver la paix sur l'autre rive, les hommes ont toujours cherché à traverser ce cours d'eau en ce lieu. Des ponts de bois, de pierre et de béton s'y sont succédés, se sont adaptés à la navigation et à leur époque. Quand les ponts venaient à défaillir, emportés par les guerres, les locaux rivalisaient d'imagination pour continuer à traverser l'Oise, grâce à des bacs, des barques, un pont reposant sur des péniches, des pilotis, des pneumatiques. Toujours, il fallait passer, comme un mantra, dictant la destinée symbolique de cette ville. Plus que vers le passé, c'est vers l'avenir que la ville doit se tourner à présent. Si Pont-Sainte-Maxence s'est littéralement développée autour de son pont, la commune vise désormais la construction d'un second pont sur l'Oise, pour alléger son axe historique et pour écrire une nouvelle fois sa légende. Mais le futur est une autre histoire. Merci d'avoir traversé les siècles en notre compagnie. À bientôt pour de nouvelles terres picardes. Bonsoir.